des coûts de l'entreprise et du principe de l'analyse marginale. Une analyse de coûts de production permet à l'entreprise de mieux choisir le niveau optimal de sa production. Il permet aussi une analyse comparative de diverses structures de marché, ce que nous ferons très bientôt. Lorsqu'il est question des coûts d'une entreprise, plusieurs concepts sont importants. Un concept économique fort important, c'est la notion de coût implicite. Vous ne verrez pas cette notion en comptabilité, puisque le coût implicite ne va jamais apparaître comme une charge pour une entreprise. Le coût implicite, en fait, c'est très proche de cette notion que nous connaissons, la notion du coût d'opportunité si cher à l'analyse économique. Alors, en voici une définition. Coût implicite, coût d'opportunité existant, mais non comptabilisé et n'impliquant aucune transaction monétaire. Il concerne la valeur estimée des facteurs de production dont une firme est propriétaire et qu'elle utilise pour sa propre production. Par exemple, le revenu qu'obtiendrait l'entrepreneur s'il travaillait plutôt pour une autre firme que la sienne. Cette intéressante notion est subjective et ne se mesure pas toujours aisément, mais elle est néanmoins importante. Donnons un exemple un peu étonnant. Admettons que vous soyez chanteur, chanteuse et que vous ayez un talent fou et que vous pourriez obtenir en chantant 1 million de dollars par année, mais vous décidez plutôt de vous lancer un commerce, un dépanneur. Eh bien, dans l'ensemble des coûts implicites, nous tiendrons compte du fait qu'en réalité, en allant investir pour partir votre commerce, votre dépanneur, vous perdrez 1 million de dollars par année en renonçant à votre carrière de chanteur. Alors, la notion de coût implicite est une notion qui tient compte de ce que les facteurs de production que vous utilisez auraient pu générer comme revenus s'ils avaient été utilisés à d'autres fins. Vous admettrez que même si ce n'est pas comptabilisé comme tel, ça demeure une notion, je dirais, essentielle. C'est faire preuve d'intelligence que de tenir compte des possibilités autres. Alors, si la notion de coût implicite est peut-être un peu plus abstraite, et sûrement, je le prétends, très intéressante, on est plus familier tout de même avec la notion de coût explicite. Un coût explicite, comme la définition nous le suggère, c'est un coût monétaire que doit payer l'entreprise pour l'utilisation des facteurs de production. Alors, lorsque l'on parle de coûts en économie, de coûts totaux, eh bien, la notion de coût implicite est inclue. Alors, lorsqu'on parle de coûts totaux, ce sont l'addition des coûts explicites avec les coûts implicites. Les coûts explicites, ce sont les coûts qui sont comptabilisés comme charges à l'entreprise. Mais une analyse économique valable va également rajouter aux coûts explicites les coûts implicites. Les coûts totaux incluent donc les coûts explicites et implicites. Alors, avant d'aller plus loin, il était important de distinguer la notion de coût implicite de celle de coût explicite. Maintenant, ceci étant dit, les coûts totaux se trouvent être l'addition de deux catégories de coûts. Les coûts fixes plus les coûts variables vont nous donner les coûts totaux pour une entreprise. Alors, le coût fixe est fixe, que la production soit de 0 ou que la production soit de 10 000 unités, le coût fixe est le même. Maintenant, pour le coût variable, eh bien, comme son nom le suggère, il varie dans la mesure de la production. Alors, les coûts vont varier selon la production choisie. Prenons un exemple de votre pizzeria. Les coûts fixes, ça se trouve être le loyer que vous allez devoir payer. Ça pourrait être aussi les frais, les paiements d'intérêt sur le matériel que vous avez loué.
Ça aurait pu aussi être le paiement hypothécaire. Ça se trouve être aussi les frais reliés aux taxes municipales. Alors que votre production soit de 0 pizza par année ou de 1 million de pizzas par année, ça ne change rien. Vous allez devoir assumer ces coûts fixes. Par contre, vous devinez que si vous produisez 1 million de pizzas par année, les coûts variables vont augmenter entre la première pizza et la 1 millionième pizza. Il va falloir avoir embauché des gens, il va falloir avoir payé leur salaire, il va falloir avoir acheté la farine, les ingrédients. Alors, plus vous allez produire, le coût variable va augmenter, contrairement au coût fixe. Alors, le coût total est égal au coût fixe plus les coûts variables. Alors, on s'intéresse souvent aux coûts moyens, car ils permettent une analyse intéressante de l'entreprise et de ses choix de production. Alors, je ne pense pas que vous allez avoir de difficultés avec la notion de la moyenne, n'est-ce pas? Une fois que vous savez que le coût total est égal au coût fixe plus le coût variable, à partir de là, vous avez un coût qui est un chiffre ici qui va être monétaire et vous n'aurez qu'à diviser par les quantités de production, les quantités produites. Alors, comme vous pouvez voir ici, le symbole étant CTM pour coût total moyen, eh bien, on prend le coût total et on divise par les quantités produites. Pour le coût fixe moyen, on prend le coût fixe et on divise par les quantités produites. Pour le coût variable moyen, on prend le coût variable total et on divise par les quantités produites. Et ça nous donne le coût variable moyen, CVM. Faites à noter, vous allez remarquer que le coût fixe moyen va continuellement diminuer. Au fur et à mesure que la production va augmenter, puisque les quantités étant ici placées au dénominateur, eh bien, plus le dénominateur sera élevé, plus le coût fixe moyen sera bas. Donc, le coût fixe moyen, il va diminuer au fur et à mesure de la production. Vous comprendrez pourquoi un producteur d'avion ne pourrait pas rentabiliser ses activités s'il ne produisait qu'un seul avion par année. Donc, plus il y aura d'avions produits pour lui, plus une partie de ses coûts, le coût fixe moyen, va faire baisser l'ensemble de ses coûts. Par contre, le coût variable moyen, étant donné la loi des rendements marginaux décroissants, lorsque l'on ajoute à des facteurs de production existants des unités, initialement, ça fait augmenter la production marginale, oui, mais passer un certain seuil, comme on l'avait vu avec notre exemple de la pizzeria, passer un certain seuil, rajouter à certains facteurs de production variables des unités, va éventuellement réduire la productivité marginale et c'est pourquoi le coût variable moyen va avoir une forme en U. Il va baisser pour remonter par la suite. Quant à la courbe de coût moyen, nous verrons une approche graphique, c'est pour ça que je vous parle de courbe présentement. Cette courbe de coût total moyen va également avoir une forme en U. Elle va baisser au fur et à mesure que la production va augmenter et lorsque la loi des rendements marginaux décroissants va commencer à se faire sentir, eh bien, le coût moyen, la courbe de coût moyen va se mettre à augmenter. Alors, une notion super importante, c'est celle du coût marginal. Alors, le coût marginal ou le coût à la marge représente le coût de la dernière unité produite. On l'obtient par le calcul suivant, delta CT divisé par delta Q, ce qui signifie au numérateur le changement dans le coût total et au dénominateur le changement dans les quantités. Alors, changement dans le coût total, c'est pas difficile de trouver ça. Vous prenez le coût total final moins le coût total précédent. Et changement dans les quantités, c'est pas plus difficile. Vous prenez les quantités finales moins les quantités initiales. Et vous allez ainsi obtenir le coût de la dernière unité produite. Ben, si la dernière unité produite vous a coûté 10 $,
mais que vous arrivez pour vendre l'item à 8 $, ben peut-être vous allez vous dire, ben, je suis peut-être mieux de ne pas la produire, cette dernière unité. Alors, c'est toute la pertinence de l'analyse marginale. On regarde le coût marginal, le coût à la marge. On ne regarde pas le coût moyen. On peut se tromper si on regarde le coût moyen. Quand on décide de produire ou non, on compare le revenu marginal, le revenu de la dernière unité produite, au coût marginal, le coût de la dernière unité produite. Et tant que le revenu marginal, le revenu de la dernière unité produite est supérieur au coût marginal, eh bien, on produit. Par contre, au moment où le revenu marginal est inférieur au coût marginal, c'est peut-être pas une bonne idée de produire. Alors, nous sommes rendus à l'étape dans cette présentation où je vous demanderai de prendre un crayon, papier, calculatrice, efface peut-être, et de trouver les réponses. Vous avez ici différents niveaux de production possibles pour une entreprise. Produire une unité, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Vous avez le coût fixe, qui est de... Ça pourrait être ici une production hebdomadaire, une production quotidienne ou une production à l'heure, peu importe, là. Alors ici, vous avez le coût fixe, 60 $. Évidemment, qu'on produise une unité, 2, 3 ou 6, le coût fixe, c'est le coût fixe. Il faut le payer. C'est 60 $, pas un sou de plus, pas un sou de moins. Par contre, vous voyez, le coût variable est à la hausse de 30 $ à 40 $ à la deuxième unité, à 45 $ à la troisième unité, 55 $ à la quatrième unité. Un coût variable total ici. Cinquième unité, 75 $ et sixième unité, 120 $. Mais moi, ce que je vous demande de trouver à partir du tableau, ben là, les cerveaux cachent finalement les réponses, mais c'est à vous à trouver pour chacune des cellules le coût total, le coût fixe moyen, le coût variable moyen, le coût total moyen, ainsi que le coût marginal. Je vais vous demander de le trouver à la mitaine, mais également dans un exercice subséquent, je vais vous demander de trouver les réponses à l'aide du programme Excel, qui vous permettrait, si vous savez manipuler Excel, d'avoir des réponses beaucoup plus rapidement. Alors, voici les réponses. Et qu'est-ce qui est particulier avec ces réponses? Prenons commencer la cinquième colonne, coût fixe moyen. Tel que je vous l'avais mentionné, le coût fixe moyen va toujours baisser. Plus la production sera élevée, plus le coût fixe moyen sera abaissé. Le coût variable moyen, vous pouvez voir ici, initialement à une unité produite, c'est de 30 $. Ensuite, il baisse à 20 $. À la troisième unité, à 15 $. À la quatrième unité, il baisse encore à 13,75 $. Et par contre, regardez, à la cinquième unité, quelque chose de particulier, le coût variable moyen recommence à monter. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est la loi des rendements marginaux décroissants qui commence à s'appliquer. On a rajouté un facteur de production, au facteur de production existant. On a rajouté des unités, ça pourrait être des unités de main-d'œuvre, ça pourrait être des unités de différents types d'intrants. Et là, éventuellement, il y a des limites à ça. Alors, les coûts finissent par augmenter, puisque la production marginale va finir par décroître. Et voyez, la sixième unité de production, le coût variable moyen, continue d'augmenter. Alors, c'est ce que je vous disais, la courbe de coût variable moyen, si on trace ça sur un beau graphique, avec d'un côté les coûts sur l'axe vertical et les quantités sur l'axe horizontal, on va voir que ça va s'apparenter à une forme en U. Tout comme la courbe de coût total moyen, qui a aussi une forme en U, mais qui incorpore, on le sait, le coût total moyen, pas juste le coût variable moyen, mais également le coût fixe moyen. Et la courbe de coût marginal ou le coût marginal, vous voyez, la deuxième unité produite
elle coûte 10 à produire, la troisième coûte 5 la quatrième coûte 10 la cinquième 20 et la sixième unité coûte 45 à produire. Alors, quand on jette un coup d'œil à cette dernière colonne du coût marginal, on peut voir que le coût marginal diminue pour deux raisons dans un premier temps. Premièrement, parce que le coût fixe moyen tire vers le bas les coûts de production au fur et à mesure qu'on augmente celle-ci, tout comme le coût variable moyen fait la même chose. Mais éventuellement, la loi des rendements marginaux décroissants qui s'applique va, malgré la baisse continuelle du coût fixe moyen, va quand même finir par pousser le coût marginal à la hausse. Nous abordons maintenant l'hypothèse de maximisation des profits, c'est-à-dire que nous allons suggérer une hypothèse, c'est que les dirigeants d'entreprise cherchent à maximiser les profits de celle-ci. Ce n'est pas toujours une hypothèse vérifiée. D'autres cas analytiques sont possibles. Nous présentons aujourd'hui celui où les dirigeants d'entreprise chercheraient à maximiser les profits. Alors, on peut penser que le dirigeant de l'entreprise va choisir le niveau de production qui va permettre de maximiser ses profits. Et les profits s'obtiennent comment? Bien, c'est très simple. Vous prenez les revenus totaux moins les coûts totaux et ça va vous donner le profit. Alors, RT moins CT égale profit. Alors, vous avez devant vous à l'écran un tableau avec différentes possibilités de production pour une entreprise, différents revenus totaux et différents coûts totaux. Alors, vous pouvez voir que chaque niveau de production possible génère ou engendre différents niveaux de profit. Par exemple, s'il n'y a aucune production, il y a une perte ici de 2 $. Ça s'explique par le coût fixe qu'il faut assumer. Et à une unité produite, les revenus totaux sont de 15 $ et les coûts totaux sont de 9 $. Donc, le profit est de 6 $. Alors, ça pourrait être, par exemple, le profit à la minute, je ne sais trop. Alors ici, quel sera le choix de production? Si on suggère l'hypothèse de maximisation des profits, cette entreprise va choisir de produire 3 unités. C'est ce qui permet de maximiser ses profits ici à 12 $. Donc, c'est une façon assez simple de trouver quel est le niveau de production optimal pour l'entreprise. Et ici, dans cet exemple, le niveau de production optimal, c'est 3. Fait que vous voyez que les coûts de production vont avoir une incidence sur le choix du niveau de production, le niveau de production optimal pour l'entreprise. Maintenant, il y a d'autres façons de déterminer le choix optimal de production pour l'entreprise. C'est celui qui se fait par l'analyse marginale. L'hypothèse étant toujours ici la maximisation des profits. Maintenant, la méthode pour sélectionner le choix de production va différer. Alors, pour illustrer la pertinence de cette analyse marginale dans la décision dans le choix de production de l'entreprise, utilisons ici une étude de cas de l'économiste William Baumol pour voir la très grande pertinence de cette approche. Alors, l'exemple est le suivant. Une entreprise produisait 10 millions de contenants de viande en conserve qu'elle revendait au prix unitaire de 11 $. Cependant, suite à des hausses de salaire de ses employés, la direction constata que le coût était passé à 13 $ l'unité. On parle ici du coût moyen, ce qui allait entraîner d'importantes pertes. Étant donné le niveau de concurrence, la direction était persuadée qu'elle ne pouvait pas augmenter le prix de vente de ses contenants de viande. L'entreprise était donc en eau trouble. À peu près au même moment, un gouvernement étranger lui proposa d'acheter 10 millions d'unités supplémentaires de ses contenants, mais à un prix de seulement 7 $. Que faire? N'était-ce pas là une proposition ridicule?
Alors, prenons quelques instants pour décortiquer un peu tout ça, pour peut-être mieux apprécier l'exemple. Le prix de vente était de 11 pour leur item. Ils en vendaient pour 10 millions. Donc, vous voyez que le revenu total était de 110 millions de dollars. Et le coût par unité produite était maintenant de 13 dollars. Le coût moyen était de 13 dollars. Alors, les fois les quantités produites, ça impliquait donc un coût total de 130 millions de dollars. Donc, un coût total supérieur au revenu total de près de 20 millions de dollars de perte. On parle ici d'une entreprise qui va faire une perte assez monumentale de 20 millions de dollars. Et là, alors que le coût moyen pour le contenant de viande, c'est 13 dollars, un client lui suggère de lui acheter 10 millions d'unités supplémentaires à un prix qui semble dérisoire, un prix de 7 dollars, bien en deçà du coût moyen, qui est ici, rappelons-le, de 13 dollars. Alors, on ne va sûrement pas vouloir augmenter sa production pour accroître ses pertes. On peut parier que la plupart des gens qui recevraient une telle offre la refuseraient instantanément parce qu'ils ne tiendraient pas compte des bienfaits de cette analyse marginale. Or, lorsqu'il avait été invité par cette entreprise, William Baumol avait été plus loin que le bout de son nez. Il avait regardé, il avait étudié les chiffres et c'était le coût marginal qui l'intéressait, lui. Le coût de la dernière unité produite, le coût des dernières unités produites. C'est ça qui l'intéressait pour voir si le prix qui était suggéré par l'importateur était supérieur à ce coût marginal. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a trouvé. L'entreprise qui allait produire ces contenants additionnels allait le faire à un coût à la marge de 3 dollars. Donc, pour produire ces 10 millions de contenants de viande additionnels, à chaque fois qu'un contenant allait être produit, ça allait être 3 dollars de coût additionnel de production. Mais regardez, rappelez-vous l'offre. L'offre, c'était d'acheter ces contenants pour 7 dollars l'unité. Alors, le prix de 7 dollars était supérieur au coût marginal. Alors, oui, les dirigeants de l'entreprise ont accepté cette offre et c'est grâce à cette analyse marginale qu'ils ont pu sortir leur entreprise du pétrin. Donc, après avoir fait une analyse marginale, la direction décida d'accepter l'offre. En effet, on constata que pour chaque production d'unités additionnelles, il n'en coûtait que 3 dollars. Donc, le coût marginal était de 3 dollars. Comme le revenu marginal allait être de 7 dollars l'unité, chaque emballage rapporterait 4 dollars de profit additionnel à l'entreprise. L'entreprise allait faire des pertes, mais à chaque fois qu'elle augmentait sa production d'une unité additionnelle, elle faisait baisser ses pertes de 4 dollars. Or, ultimement, après avoir accepté cette offre, la production totale ne fut pas de 10 millions d'emballages, mais bien de 20 millions d'emballages et 3 dollars par contenant produit, 10 millions de contenants produits, donc une augmentation des coûts totaux de 30 millions de dollars. Et les coûts totaux deviennent donc 160 millions de dollars. Donc, je répète, le coût total allait finalement être de 160 millions de dollars lorsque le niveau de production allait être de 20 millions d'unités. Quant aux revenus totaux, comme il générait cette production additionnelle de 10 millions d'unités allait générer 70 millions de revenus additionnels, les revenus totaux allaient passer de 110 millions à 180 millions de dollars. Et ultimement, l'entreprise fit des gains
elle ne fit pas de perte grâce à cette sage décision. Donc, c'est quoi la pertinence de tout ça? La pertinence de tout ça, et c'est pas inutile, c'est de montrer que simplement regarder le coût moyen pour prendre une décision de production, c'est pas être avisé que de faire ça. Il faut tenir compte des valeurs à la marge. Alors, j'espère vous avoir convaincu de la pertinence de l'analyse marginale avec cet exposé. Et franchement, on peut parier que beaucoup d'individus auraient tout simplement refusé cette offre parce qu'ils n'auraient tenu compte que du coût moyen. Alors, que retenir de tout cela? Pourquoi pas une règle d'or? Alors, la règle d'or est la suivante dans une approche microéconomique qui incorpore l'analyse marginale. L'entreprise devra produire jusqu'à ce que son revenu marginal soit le même que son coût marginal. Tant que le revenu marginal est plus élevé que le coût marginal, l'entreprise a intérêt à augmenter sa production pour ainsi augmenter ses profits ou, dans la pire situation, pour limiter ses pertes. Alors, tant qu'une unité additionnelle procure un profit additionnel, il faut produire cette unité dans cette optique de maximisation des profits. Par ailleurs, si le revenu marginal est inférieur au coût marginal, donc produire une unité additionnelle vous fait faire une perte additionnelle, une perte accrue, alors l'entreprise a intérêt à ce moment-là à réduire sa production pour augmenter ses profits ou, dans le pire des cas, limiter ses pertes. Alors, l'entreprise doit produire jusqu'à ce que son profit cesse d'augmenter. Alors, l'entreprise va chercher à avoir un profit marginal de 0 $. Un profit marginal de 0 $, ça ne veut pas dire un profit de 0 $. Ça veut dire qu'en augmentant sa production, on n'est plus capable, à un moment donné, d'augmenter ses profits et c'est là qu'il faut cesser sa production. Voici donc une liste des notions microéconomiques essentielles. L'entreprise cherchera à maximiser ses profits ou à minimiser ses pertes en choisissant le niveau de production qui lui permettra d'égaliser son revenu marginal à son coût marginal. C'est la règle d'or que nous avons cherché à expliquer dans la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'entreprise est rentable ou non? Eh bien, on peut le savoir en comparant le prix au coût moyen. Lorsque le prix est égal au coût moyen, au coût total moyen, nous sommes à ce que nous appelons le seuil de rentabilité, ce qui implique que l'entreprise ne fait pas de perte, mais elle ne fait pas de profit non plus. Alors, le seuil de rentabilité est atteint lorsque le prix de vente de l'item est égal au coût total moyen. Enfin, l'entreprise fera des profits si le prix de vente de son item, de son service, est supérieur au coût total moyen. Dans un tel cas, l'entreprise fait des profits de nature économique. Si le prix est inférieur au coût total moyen, l'entreprise fera des pertes. Dans le cas où l'entreprise serait en train de faire des pertes, elle pourrait rester en activité ou sortir de l'industrie. Les règles qui lui permettront de prendre cette décision sont basées sur le seuil de fermeture. Lorsque le prix de vente est égal au coût variable moyen, l'entreprise est à son seuil de fermeture. Elle peut, à ce moment, fermer ses portes ou demeurer en activité. Les pertes seront les mêmes. Dans le cas où le prix de vente serait plus grand
que le coût de variable moyen, l'entreprise ferait des pertes, mais elle ne devrait pas fermer ses portes. Elle devrait demeurer en activité puisqu'elle minimise, dans cette situation, ses pertes. Alors que, dans la pire situation possible, si le prix de vente, qui correspond en fait ici au revenu marginal, est inférieur au coût variable moyen, dans un tel cas, l'entreprise devrait fermer ses portes et sortir de l'industrie puisque les pertes seraient beaucoup trop importantes en demeurant en activité. Les pertes seraient plus importantes que si elle fermait ses portes. Nous reviendrons sur ces notions ultérieurement, notamment lorsqu'il sera question des différentes structures de marché et des décisions des entreprises dans une perspective de long terme.